Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Ludivine Gilly, bonjour. Bonjour. Tu es experte de vie politique américaine et directrice de l'Observatoire de l'Amérique du Nord pour la Fondation Jean Jaurès. Et cet entretien s'inscrit dans un cycle de plusieurs vidéos dédiées aux différents scrutins américains de novembre 2024, avec forcément sous les feux des projecteurs internationaux la présidentielle américaine, mais pas que. Et donc on va mener ce cycle d'entretien jusqu'à l'automne, jusqu'à novembre 2024. Dans ce cadre, 2 vidéos ont déjà été réalisées. Donc l'une sur l'histoire et le fonctionnement des primaires de manière générale et sur les enjeux des scrutins de novembre 2024. Et donc pour ce 3e entretien, on se penche avec toi sur les sujets principaux de préoccupation des électeurs et sur leur impact potentiel sur les élections donc de novembre 2024, avec notamment donc 3 questions clés. Comment ces thématiques vont régir le débat politique en fonction des différents scrutins. Quelles sont-elles, et plus particulièrement donc à l'aube des présidentielles américaines, et comment les candidats vont-ils s'en saisir. Donc l'objectif ici, c'est plutôt de réaliser un état des lieux général, puisqu'on aura donc avec toi l'occasion de faire des vidéos sur des sujets et thématiques plus saillants, que sont notamment le souci du respect de la tradition démocratique et du fonctionnement démocratique des institutions américaines par les électeurs, et puis la fameuse question de l'avortement qui ne va pas en s'apaisant. Donc peut-être une première question, donc avant de se pencher sur les plus précisément donc sur l'enjeu des présidentielles, est-ce que tu peux nous expliquer comment ces différents thèmes sont saisis en fonction des différents scrutins? Oui, en fait, à un moment donné, c'est le cas aux États-Unis, c'est le cas en France, si on prend une photo des préoccupations des électeurs, on aura toujours une catégorie de sujets qui ressortent. Mais si on se place dans le cadre d'une campagne pour des élections présidentielles ou d'élections présidentielles, les enjeux spécifiques qui vont peser sur le scrutin ne sont pas forcément les mêmes selon le scrutin. J'explique. Si on regarde une élection présidentielle, c'est un scrutin fédéral aux États-Unis, et donc les sujets qui vont peser le plus lors de l'élection vont être des sujets qui ont un impact davantage au niveau fédéral. Et les sujets extrêmement locaux vont moins peser. En revanche, le même jour que l'élection présidentielle, le 5 novembre, on va avoir dans l'ensemble des États des États-Unis des scrutins qui concernent chacun des États et des scrutins qui concernent des circonscriptions beaucoup plus locales, des municipalités ou des référendums municipaux au niveau de comté, etc. Et donc, dans le cadre de ces scrutins-là, ça va être des enjeux locaux ou des enjeux au sein des États. Ça va être aussi la personnalité des différents candidats locaux qui va jouer. Et donc, les électeurs ne vont pas se positionner nécessairement de la même manière sur le scrutin présidentiel, sur un scrutin sénatorial qui va être fédéral lui aussi, mais avec des candidats différents, et sur des questions locales. Et donc, ça va changer aussi la manière dont les candidats, dont les partis se saisissent des différents sujets pour faire campagne, puisque l'impact ne sera pas le même selon le scrutin considéré. Et d'ailleurs, un aspect intéressant au moment des élections, on a certains types d'électeurs qu'on va appeler les split ticket voters. Ce sont des électeurs qui vont voter par exemple pour un candidat lors de l'élection présidentielle, admettons qu'ils sont républicains par exemple, qui pourraient voter pour Joe Biden lors de l'élection présidentielle, mais qui lors du même jour de vote voteraient par exemple pour un gouverneur républicain dans leur État. Et ça montre bien que ce ne sont pas les mêmes sujets qui vont passer au premier plan selon le scrutin considéré. D'accord, c'est super intéressant. Et concernant l'élection présidentielle de novembre 2024, est-ce que justement tu peux un peu nous guider sur ces thématiques particulièrement saillantes ces derniers mois?
Oui, donc sur l'élection de novembre 2024, on a toute une série de sujets qui sont d'intérêt pour les électeurs. Au moment où on enregistre cet entretien, on est au mois d'avril, l'élection a lieu en novembre, donc attention, les sujets d'intérêt ont largement le temps d'évoluer d'ici là. En revanche, avec les informations qu'on a actuellement, on peut déjà déterminer toute une série de sujets qui auront un impact important. À savoir si tel ou tel sujet sera le plus important, celui qui fera basculer la décision auprès de tel ou tel électeur. Ça restera à voir, mais on a toute une série de sujets dont on sait qu'ils seront importants. Alors on peut les balayer et puis ensuite revenir sur chacun d'entre eux, mais dans l'ordre, alors pas nécessairement exact d'importance, on y reviendra, ça dépend aussi des électeurs et du profil des électeurs. Et du contexte aussi, de chaque État, j'imagine. Exactement. Mais une série de sujets. Parmi ces sujets, on va trouver la question de l'économie, de l'inflation, du pouvoir d'achat. On va trouver la question de la démocratie, la question de l'immigration, la question de la santé, la question de l'avortement que tu mentionnais tout à l'heure, également la question de la politique étrangère. Donc ces sujets-là ont de bonnes chances d'être les sujets principaux. Alors pas forcément la politique étrangère, mais ce sujet-là, on y reviendra, pourrait avoir un effet important, parce que un effet certes marginal, mais dans un État en particulier, qui est un État important et qui pourrait donc éventuellement faire basculer la majorité dans cet État-là. Un élément à garder en tête, c'est ce que je disais juste avant, c'est que pour chacun de ces sujets-là, selon le profil d'électeur qu'on va prendre en compte, l'importance du sujet ne sera pas forcément la même. Alors si on commence par l'économie. L'économie, quand on questionne la population aux États-Unis actuellement, c'est le sujet le plus important, c'est la première préoccupation. Pourquoi l'économie ? Parce que derrière l'économie, on a le pouvoir d'achat. On a eu une forte inflation aux États-Unis, comme on l'a vécu chez nous. Le creux de la vague concernant la situation économique aux États-Unis est arrivé en juin 2022. Depuis, la situation s'améliore. Mais d'une part, elle ne s'est pas encore assez améliorée sur le plan, sur des plans qui touchent directement la vie quotidienne de la population, c'est-à-dire le coût de l'alimentation, le prix de l'essence, le prix des loyers. Et ça, ce sont des éléments que les Américains perçoivent au quotidien. Et donc, ça peut avoir un impact sur le bilan du mandat de Joe Biden aussi. Tout à fait. Alors, sur le bilan et sur sa perception. Le creux de la vague est intervenu en juin 2022. Depuis, la situation s'améliore, y compris pour le prix de l'essence, y compris pour le prix de l'alimentation. Mais pour le moment, la population n'a pas la perception que la situation s'est véritablement améliorée. Alors, ça commence à venir, mais on n'en est pas encore là. Et le problème pour les démocrates dans cette situation-là, c'est que la majorité des électeurs font davantage confiance aux républicains sur la question économique qu'aux démocrates. Donc, pour les démocrates, si l'économie est un problème, c'est un problème électoral parce que ça leur fait perdre des voix. Donc, l'espoir pour les démocrates, c'est que la situation continue à s'améliorer. On a eu une petite pause dans l'amélioration avec une remontée de l'inflation dans les dernières semaines, donc c'est un peu préoccupant pour les démocrates. Pour les républicains, eux, électoralement parlant, l'espoir peut être que la situation ne s'améliore pas trop, ou en tout cas que la population ne perçoive pas d'amélioration, puisque ça leur ferait du tort dans les urnes. Donc ça, c'est pour la question économique. Le deuxième sujet qui est extrêmement important pour les électeurs, c'est la question
qu'on va baptiser de différentes manières, qui peut être démocratique, qui peut être électorale, dans le sens la préservation de l'intégrité du scrutin, par exemple, la confiance dans le vote. Mais voilà, c'est tout ce qui gravite autour de la démocratie et de la préservation de la démocratie. Et donc ça, c'est un sujet qui est extrêmement important pour une grande majorité des électeurs, qui sont inquiets dans leur grande majorité, mais pas forcément pour les mêmes raisons. Et c'est là qu'on a potentiellement un hiatus sur le plan du vote attendu pour l'un ou pour l'autre. Vu de France, on pourrait s'attendre à ce que, vu les déclarations de Donald Trump, vu ses mises en cause, par exemple, dans l'insurrection du 6 janvier 2021, on ait non seulement des démocrates, mais aussi une bonne partie des républicains et des indépendants qui s'émeuvent des risques pour la démocratie, pour la transition pacifique du pouvoir. Et en fait, on s'aperçoit que les États-Unis sont extrêmement polarisés et qu'on a donc une inquiétude très forte du côté des démocrates et de certains indépendants sur ce plan-là, mais d'un autre côté, une inquiétude très forte du côté des républicains parce que ils sont convaincus que l'élection a été volée, ils sont convaincus que la fraude électorale est réelle, qu'il y a un risque de fraude électorale lors des élections de 2024, et donc là on a vraiment une fracture des électeurs, chacun se positionnant lors de l'élection pour préserver ce qu'il estime être le modèle américain. Simplement, ils n'ont pas la même définition de ce modèle et surtout, ils n'ont pas la même vision de d'où vient le danger en 2024. Donc ça, c'est la question démocratique et tout le sujet là-dessus. Donc les républicains sont très polarisés, les électeurs sont très polarisés, les démocrates soutiendront Joe Biden là-dessus. Les républicains sont fragmentés, c'est-à-dire qu'on a ceux et qui sont en grande majorité au sein des républicains qui seront très loyaux à Donald Trump. On a des républicains qui hésitent parce qu'ils souhaiteront la mise en œuvre de politiques républicaines, donc ils ne veulent pas voter démocrate, mais qui ont des réserves vis-à-vis de Donald Trump, en particulier sur ces questions-là. Et on a une minorité, petite minorité, côté républicain, qui refuse absolument de soutenir Donald Trump, précisément pour ces questions-là. Et toute la question au niveau de l'élection et du rôle de ce sujet démocratique, c'est de quel côté vont basculer les indépendants. Et en fait, côté indépendant, ça n'est pas une majorité débordante qui se range du côté démocrate, en fait. C'est vraiment, là encore, du côté des indépendants, on est partagé. Et charge à Joe Biden pour les démocrates d'essayer de les convaincre d'une part du danger qui existe, d'autre part qu'il est, lui, le rempart face à ce danger, ce qui n'est pas gagné. Donc voilà pour la démocratie. Un autre sujet qui est extrêmement important et qui est actuellement le sujet principal pour une partie des républicains, c'est la question de l'immigration. Bien sûr. Je mentionnais tout à l'heure que les sujets n'ont pas le même poids selon le profil d'électeur auquel on s'adresse. La question de l'immigration, clairement, c'est un sujet républicain. C'est un sujet important pour une partie des démocrates, mais quand on questionne les démocrates sur les sujets qui sont les plus importants pour eux, ça n'est pas l'immigration qui va arriver en tête. C'est un sujet important pour les républicains, c'est un sujet sur lequel les républicains font confiance à Donald Trump. Les indépendants, sur ce sujet-là, ont tendance aussi à faire davantage confiance aux républicains. Donc en l'occurrence, tous les indépendants qui seraient particulièrement préoccupés par la question de l'immigration auraient tendance à voter davantage républicain que démocrate. Et donc quelle est la question concernant l'immigration actuellement ? C'est une question qui est fortement mobilisée
par les hommes politiques républicains. On pense notamment au gouverneur du Texas, Abbott, qui en a fait un argument de campagne. C'est aussi un sujet pour les démocrates dans certaines grandes villes, puisque, compliment de gouverneurs au Texas, en Floride, certains bus de migrants, et je ne parle pas d'une poignée de bus, ce sont des centaines et des centaines de migrants qui ont été envoyés par bus dans les villes démocrates par des gouverneurs républicains pour faire de la question migratoire un problème pour les démocrates lors d'une année électorale. Et pourquoi est-ce que c'est un problème particulièrement important maintenant ? Parce que, chiffre à l'appui, on a eu une forte poussée migratoire aux frontières. Alors, pendant la crise Covid, les frontières se sont fermées. Et donc, on a eu une accumulation de migrants, en particulier à frontière au sud des États-Unis. Et depuis, ça n'est pas que les vannes se sont ouvertes, mais le blocage s'étant arrêté, les traversées ont repris. Et on a dépassé des records lors des mois qui viennent de s'écouler, avec en 2023 à peu près 3 millions de ce que les autorités appellent des contacts à la frontière, c'est-à-dire des personnes qui sont interceptées par les forces de l'ordre et qui ensuite soit sont reconduites directement, renvoyées directement de l'autre côté de la frontière, soit qui sont laissés en liberté dans le pays le temps qu'une procédure que la situation se régularise. Voilà, soit des personnes qui sont placées en détention le temps d'examiner la situation et ensuite soit reconduites à la frontière, soit libérées au sein du pays. Et donc, quand on bat des records et qu'on atteint à peu près 3 millions de contacts à la frontière, ça donne du grain à moudre aux républicains et ça pose une question sur la manière de gérer cet afflux de migrants, sachant ironiquement que quand on questionne tout économiste sérieux sur cette question de l'immigration, la réponse sera les États-Unis ont besoin d'immigration parce que le taux de chômage est au plus bas, parce que la main-d'œuvre manque précisément dans les domaines dans lesquels un apport migratoire pourrait fournir des solutions, mais politiquement, c'est un problème que les républicains réussissent à monter en épingle. Réussissent à cadrer à leur avantage. Tout à fait. Tout à fait. Donc la question de l'immigration. Un autre sujet qui passe un peu sous les radars, qui était au cœur des préoccupations pendant la crise de la Covid, c'est la question de la santé. En fait, actuellement, c'est une très forte préoccupation qui n'est pas souvent évoquée dans les médias aux États-Unis, mais qui est au cœur des préoccupations dans la vie quotidienne pour les Américains, pour une simple question de coût. On sait que certains Américains sont couverts par une assurance maladie qui est fournie par leur employeur, d'autres bénéficient maintenant de ce qu'on appelle Obamacare, qui est l'Affordable Care Act, qui permet à peu près un peu plus de 20 millions actuellement de personnes d'être assurées, mais malgré tout, les restes à charge pour la population sont extrêmement forts, et dans une situation où le pouvoir d'achat a été mis en difficulté, où de nombreux Américains doivent avoir 2 emplois, parfois 3, pour réussir à boucler les fins de mois, des frais de maladie, des achats de médicaments non anticipés sont des problèmes, et quand on leur demande leur préoccupation principale en termes financiers, c'est un coût médical inattendu ou une dépense médicale non anticipée, ça fait partie de leurs principales inquiétudes. Donc c'est un sujet, la santé, sous cet angle, coût de l'assurance maladie et coût des dépenses de santé que je pourrais avoir à assumer dans les mois qui viennent.
Et alors justement, dans le cadre d'une opposition démocrate-républicain, comment est-ce que cette thématique, elle peut être mise en jeu? C'est un sujet intéressant parce que tendanciellement, la question de la santé est plutôt favorable aux démocrates. Mais en fait, lors des dernières enquêtes qu'on a vues, Joe Biden, qui a pourtant pris des mesures, notamment en plafonnant le prix de certains médicaments, notamment en permettant à l'assurance maladie de négocier les prix de certains médicaments avec l'industrie pharmaceutique, il a pris des mesures. Mais là encore, on a un décalage entre la perception et la réalité, c'est-à-dire qu'auprès de la population, il ne reçoit pas le crédit de ses actions, et en particulier auprès des républicains, Donald Trump est vu comme ayant fait davantage sur le plan de la santé et ayant fait suffisamment, alors que Joe Biden, lui, est perçu comme n'ayant rien fait ou n'ayant pas fait assez de choses sur ce plan-là. Et sur la question de l'Affordable Care Act, donc Obamacare, la loi a quand même été votée sous la présidence Obama. Je rappelle que Joe Biden était le vice-président de Barack Obama, et une très grande majorité des républicains déclare que Joe Biden n'a eu absolument rien à voir avec le vote de cette loi. Donc on a vraiment là-dessus un déficit d'information d'une bonne partie de la population sur, d'une part, ce qui a été fait sous la présidence Biden sur le plan de la santé, et ce qui a été fait auparavant par les démocrates sur ce plan-là. Donc c'est un sujet sur lequel les démocrates pourraient capitaliser, mais ne parviennent pas à le faire actuellement. D'accord. Et pour poursuivre sur la question de la santé, on a bien évidemment un gros sujet qui est une question de santé, mais qui va bien au-delà, qui est une question de droit. Éthique. Exactement, qui est la question de l'avortement. Donc ça vaudra le coup sur ce sujet-là de faire un focus un peu plus détaillé, parce qu'il s'est passé énormément de choses lors des derniers mois, lors des dernières années, depuis le revirement de la Cour suprême en juin 2022 sur l'arrêt Roe v. Wade. Il n'existe plus aux États-Unis de protection fédérale du droit à l'avortement. Et donc, que se passe-t-il depuis ? Dans un certain nombre d'États, les États plutôt démocrates, le droit à l'avortement est préservé et protégé. C'est à peu près la moitié des États, mais dans à peu près la moitié des autres États, du coup, dans à peu près la moitié des États, c'est un climat d'incertitude, tout d'abord, qui s'est installé, la population ne sachant pas vraiment quelle était la législation qui allait s'imposer, et petit à petit, mois après mois, la situation se clarifie, les cours de justice se positionnent, les assemblées au sein des États légifèrent, et le paysage se clarifie. On a une quinzaine d'États aujourd'hui dans lesquels le droit à l'avortement est quasiment inexistant. D'une part, parce que la législation l'interdit, totalement ou presque totalement, et d'autre part, c'est un sujet qu'on oublie assez souvent, parce que même si la législation permet, par exemple, jusqu'à 12, 13, 14 semaines de procéder à un avortement dans le cas où ce serait produit un viol, inceste, sous certaines conditions, ou danger pour la vie de la mère, ces cas de figure sont alors rarissimes, ça n'est pas exactement le mot, mais conduisent à un nombre d'avortements au sein de tel ou tel État relativement restreint, et donc ont pour conséquence qu'une clinique qui procéderait à des avortements ne peut pas survivre économiquement seulement sur la base de ce nombre de procédures à pratiquer. Et donc, on se trouve dans une situation, dans un certain nombre d'États où on va dire il existe des exceptions pour telle et telle situation. De fait, il n'existe pas de clinique dans l'État où procéder à ces interventions.
Et de plus, quand on explique que il existe des exceptions, dans les faits, on se retrouve aujourd'hui avec, dans de nombreux États, des procédures judiciaires qui sont lancées parce que des femmes qui se retrouvaient dans des situations qui devraient normalement permettre une exception n'ont pas pu faire procéder à ces avortements parce que les praticiens étaient inquiets d'être mis en cause du fait de l'interprétation. Bien sûr. À partir de quel moment y a-t-il danger pour la vie de la mère? Est-ce qu'on est vraiment dans ce cas de figure ou pas? Donc la situation est loin d'être totalement noire ou blanche, c'est vraiment des situations qui sont difficiles. Et donc la question de l'avortement, c'est de nombreuses interdictions mises en œuvre dans de nombreux États, c'est la mise en cause de l'accès à la pilule, la mifepristone, qui permet de procéder à des avortements médicamenteux qui représentaient en 2023 plus de 60% des avortements. Et des personnes opposées à l'avortement ont tenté de remettre en cause l'autorisation fournie par l'agence qui autorise les médicaments. L'affaire est allée devant la Cour suprême. La Cour suprême doit rendre son avis. Donc là encore, un climat d'incertitude tant que la Cour n'aura pas rendu sa décision avec des conséquences potentiellement sérieuses. Même si sur ce sujet-là, les auditions menées à la Cour suprême laissent entendre que on ne reviendra pas de manière drastique sur cet accès-là, mais malgré tout, la décision est attendue. Donc voilà, la situation qui se clarifie petit à petit, pas forcément au bénéfice des femmes aux États-Unis, et parallèlement à ça, une mobilisation des partisans du droit à l'avortement sur le plan électoral, et c'est là qu'on rejoint véritablement l'enjeu électoral, au-delà de la question de je veux élire un représentant démocrate pour protéger ce droit ou un représentant républicain pour empêcher l'accès à l'avortement, c'est la mise en place de référendums pour poser la question au sein d'un certain nombre d'États sur l'accès à l'avortement. Donc dans certains États, ça va être des tentatives des républicains d'empêcher et d'inscrire dans la Constitution qu'il n'existe pas de droit à l'avortement. Et dans d'autres États, ce sont des tentatives des partisans du droit à l'avortement pour faire inscrire dans la Constitution de ces États-là l'accès, la protection du droit à l'avortement. Et donc, dans tous ces États où le droit à l'avortement a été remis en cause, c'est le cas de la Floride, c'est le cas très récemment de l'Arizona, de l'Alabama, des tentatives de mettre des questions référendaires au vote lors du 5 novembre pourraient avoir un impact électoral comment? Par exemple, la question de l'Arizona. L'Arizona est un swing state, donc un État qui hésite entre démocrates et républicains. Donc c'est un État extrêmement important pour l'élection présidentielle. C'est un État dans lequel un retour drastique en arrière a eu lieu sur la question de l'avortement la semaine dernière. Et donc, dans cet État-là, il devrait y avoir une question mise au vote sur l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution. Quel effet? D'une part, si le référendum arrive à ses fins, ce sera l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution de l'Arizona, mais surtout, cela permettra probablement aux démocrates de mobiliser leur base autour de cette question-là. Toutes les personnes qui souhaiteront aller s'exprimer pour protéger le droit à l'avortement dans l'État de l'Arizona se rendront aux urnes le 5 novembre et pourraient donc mettre un bulletin Joe Biden dans l'urne à cette occasion, alors que s'il n'y avait pas eu cette incitation supplémentaire, certains d'entre eux pourraient être incités parce que ils ne sont pas enthousiasmés par la candidature de Joe Biden. Ils auraient pu décider de rester chez eux. Donc, on a vraiment un gros sujet qui n'est pas forcément le sujet le plus important,
pour grand nombre d'électeurs, ça l'est pour certains, mais pour la plupart des électeurs, ça va plutôt être l'économie, ça va plutôt être l'immigration, ça va plutôt être la démocratie, mais c'est un sujet qui motive très fortement une partie de l'électorat et qui peut donc avoir un effet sur la mobilisation en particulier des électeurs lors du scrutin. Et en particulier sur les swing states. En particulier sur les swing states, oui. D'accord. Merci Ludivine pour cet état des lieux. Petite question, dernière question. Est-ce qu'on a constaté, ou on peut constater, on l'a dit, on est encore en avril, donc il y a encore du temps jusqu'à novembre, un renouvellement des thèmes de campagne pardon, depuis la campagne de 2020, depuis la dernière campagne présidentielle? On tourne assez souvent autour des mêmes enjeux. Après, ça dépend vraiment du contexte spécifique au moment de l'élection. En 2020, on avait vraiment cet affrontement Trump-Biden. On sortait de la présidence Trump et donc on avait vraiment la question, c'était presque un référendum sur la présidence de Donald Trump. Historiquement, l'économie a tendance à être un sujet important. Parfois, l'immigration, quand on a des vagues migratoires qui se déclenchent avant les élections. On a aussi une question qui pourrait jouer cette année et qui n'est habituellement pas au cœur des préoccupations, c'est la question de la politique étrangère. C'est vraiment un sujet qui n'est pas la préoccupation principale aux États-Unis parce que c'est quand même un pays dont les habitants se préoccupent davantage de ce qui se passe chez eux plutôt que de ce qui se passe à l'étranger. Mais on l'a évoqué, on a la question des swing states, ces États qui hésitent entre démocrates et républicains, et au sein de certains de ces États, en particulier, on a parlé récemment à l'occasion des primaires du Michigan et du Wisconsin, on a des communautés musulmanes importantes qui ont monté en épingle la question de la guerre à Gaza. Et cette question-là pourrait, cette année, avoir un effet marginal en termes de vote, mais primordial en termes de bascule du Michigan ou du Wisconsin d'un côté ou de l'autre. Donc là, on a un exemple de sujet qui habituellement passe vraiment sous les radars et qui, cette année, pourrait avoir un effet plus important qu'à l'habitude. Autre sujet qui passe aussi un peu inaperçu et qui a priori n'est pas un sujet important pour les électeurs, c'est peut-être celui de l'environnement. Oui, tu veux dire quelques phrases là-dessus? Tout à fait. Alors la question de l'environnement, c'est un des exemples pour lesquels l'importance est très différente selon les lecteurs auxquels on s'adresse. La question du changement climatique est un sujet extrêmement important pour les démocrates. Ça fait partie des sujets les plus importants pour eux. Et ça fait partie des sujets pour lesquels ils font confiance aux démocrates pour s'en occuper. Pour les républicains, c'est un sujet qui n'est absolument pas important et pour lequel ils font confiance aux républicains pour s'en occuper. Et pour les indépendants, c'est un sujet qui n'est pas très important par rapport à d'autres sujets que sont l'économie, que sont l'immigration, que sont la démocratie, ce qui explique que ça n'est pas un sujet dont on parle actuellement lors de la campagne présidentielle. Très bien. Merci Ludivine.